Bonjour et bienvenue à ce webinaire limpide. Donc, on est le 9 septembre 2025 et on va vous proposer ce deuxième webinaire de l'année limpide puisque le premier était en tout début d'année. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui va impacter vos budgets d'énergie. Alors là, on va passer en revue tout un tas de sujets. Alors, pour information, à titre exceptionnel, on a aujourd'hui Thomas Soulier de l'agence 203 qui nous rejoint pour présenter quelques sujets dans cette présentation. Donc, avant de me présenter moi-même, je vais peut-être laisser Thomas une minute se présenter, lui et l'agence 203. Alors voilà, je m'appelle Thomas Soulier, on fait partie de l'agence 203, on accompagne plus particulièrement tout ce qui est TPE, PME et puis toujours dans le magnifique domaine de l'énergie. Voilà. Eh ben, impeccable. Et donc, moi, vous me connaissez sans doute, François Mercet, cofondateur de Limpide et directeur commercial. Et donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on va voir des clients limpides qui nous connaissent déjà, des prospects qui ne travaillent encore pas actuellement avec nous, et également j'ai vu qu'il y avait pas mal de fournisseurs qui s'étaient inscrits, vu qu'effectivement on travaille avec plus de 150 contacts fournisseurs, plus il y a de monde, mieux c'est. Donc voilà, bienvenue à tout le monde, et puis voici donc le programme de ce jour. Donc au menu, alors ça va être très très dense, on va commencer par une petite étude des courbes 2025. On va présenter les perspectives d'évolution du marché court, moyen, long terme. On va parler des coûts d'acheminement, de notre sujet qu'on adore tellement, la fiscalité énergétique en cette belle année 2025 très, très agitée. Le mécanisme de capacité, un peu technique, mais ça va impacter tout le monde. Les certificats d'économie d'énergie, donc c'est Thomas qui va vous en parler. Les tarifs réglementés de vente, également Thomas qui connaît très bien le sujet. Et pour terminer, on va parler de la fin du mécanisme AREN. Donc voilà, en une heure, ça fait pas mal de sujets. Ça va être très dense. Je pense que comme très souvent, on va un petit peu déborder en termes de timing. Donc si jamais vous devez vous quitter la réunion à 11 heures tout pile, il y aura le replay qu'on vous enverra. Et puis pour ceux qui peuvent se permettre de déborder un petit peu, on essaiera de déborder un peu, mais pas trop. Dans un premier temps, on va donc analyser les courbes du marché de l'électricité et du gaz naturel en 2025. Alors, on va d'abord commencer par l'électricité et le fameux peak load. Et donc là, voici les courbes de janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui pour les livraisons N+1, N+2, N+3, N+4. Donc, si vous regardez bien, en fait, les courbes les plus élevées aujourd'hui, c'est les années un petit peu plus lointaines. 2029 est ici. 2028, c'est la courbe en violet foncé. Et on a le 2026-2027 qui sont aujourd'hui au plus bas. Et donc, comme on est sur un marché à terme, et bien en fait, voilà, il y a des produits avec différentes échéances et maturités qui sont commercialisés. Et vous voyez qu'autant en début d'année, tout était quasiment à 5 euros du mégawattheure près, les 4 années étaient au même niveau. Et après, il y a des divergences, des reconvergences. Et aujourd'hui, voilà, on a des années 2026-2027 qui sont quasiment au plus bas de l'année 2025 en termes de cotation. Et on a 2028-2029 un tout petit peu plus élevé. Alors aussi, je rappelle pour les gens qui n'ont pas l'habitude des webinaires limpides, là on parle des marchés de gros. Donc évidemment, c'est le marché sur lequel les fournisseurs achètent. Et évidemment, quand le marché de gros est à 70 euros en heure pleine, en peak load, évidemment, le fournisseur ne va pas vous le vendre à ce prix-là. Il y a évidemment les coûts de commercialisation à rajouter. Donc voilà pour notre peak load. Donc vous avez un bon aperçu des cours 26, 27, 28, 29 en cette année 2025. Et donc, la transposition au baseload, ça va être des courbes à peu près parallèles, mais à des niveaux effectivement différents. Alors déjà, le baseload, par définition, est un petit peu moins cher que le peak load, et les courbes vont se comporter de façon assez différente. Alors en termes d'analyse de courbes, là, effectivement, ça marche également pour le peak load, parce que là, il y a eu une flambée en tout début d'année 2025, c'est quand il y a eu de la corrosion sous contrainte qui a été découverte sur certains réacteurs. Et donc, effectivement, les marchés se sont emballés parce qu'on a craint un retour à la problématique qui avait fait flamber les cours en 2022. Donc, évidemment, le marché s'est alarmé, que ce soit peak load, base load, peu importe l'année de livraison. Et donc, vous voyez ce pic ici en tout début d'année. Et donc, aujourd'hui, voilà, comme sur le peak load, on a 2026-2027 qui sont quasiment au plus bas de l'année 2025. Alors, effectivement, le meilleur shot s'était mis c'était aux alentours du mois de mai. Mais aujourd'hui, on est vraiment très, très bien. Donc, je vous ai fait un petit récap, parce que là, c'était l'année 2025, un récap du marché à terme, donc le prix que coûtait l'électricité chaque année pour la livraison de l'année N+1. Donc là, vous voyez, jusqu'en 2020, on avait un marché extrêmement plat, extrêmement calme, alors avec des fluctuations. Le graphique est un peu cassé en ordonnée, parce que là, on a 2022 qui vient tout fracasser. Donc, on a un marché qui était relativement calme, et c'est en 2021 que le marché a commencé à s'emballer.
Alors après, ceux qui nous disent que la crise énergétique, c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est pas vrai du tout, puisque l'emballement c'est déjà fait en fin 2021, et donc 2022, ça n'a été que accéléré et amplifié par la guerre en Ukraine, notamment avec la flambée des prix du gaz. Et c'est ainsi qu'en 2022, la livraison N+1, donc 2023, coûtait près de 380 euros en baseload et quasi plus de 550 euros en peak load. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, en 2025, ben, on va pas dire qu'on retombe sur les niveaux de 2015, évidemment, on n'en est encore pas là, mais on est très très proche, on se rapproche en temps vers la norme qu'on a connue avant Covid, avant crise. Voilà, un petit récap également, alors qu'on avait fait le 21 juillet 2025, pour vous dire ce que ça donne en Europe. La France, on est le pays le mieux placé sur les prix de l'électricité. Chose extraordinaire, on a battu l'Espagne, qui est d'habitude une superpuissance électrique pour des raisons un peu structurelles, avec tout ce qu'ils ont en solaire, en éolien, etc. Donc là, en juillet 2025, il faudra remettre à jour, chose qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire sur tous les pays de l'Europe, mais sur le baseload N+1, la France était le pays le moins cher d'Europe. Donc si vous avez des fournisseurs ou des clients ou des concurrents qui sont dans des pays comme l'Italie, l'Irlande, la Pologne, la Tchéquie, etc., la France, on a encore un prix extrêmement compétitif sur le marché à terme. Enfin, marché à terme, baseload, pour bien remettre dans le contexte. Alors l'électricité, maintenant on va passer au marché spot, le fameux day ahead, donc le prix que coûte l'électricité, le prix coté lundi pour une fourniture le mardi. Donc là, évidemment, il y a des mouvements beaucoup plus amples. Alors déjà, pour la simple et bonne raison que les prix sont toujours très très bas quand on arrive sur le week-end, là où la consommation est très très faible. Et on a même eu, vous voyez ici sur la courbe, des prix négatifs, donc qui franchissent la barre des zéros. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a encore quelques gros consommateurs qui sont indexés sur le spot. Ça peut être des opportunités. Il y a énormément de volatilité, ça c'est intrinsèque au spot, mais le spot est revenu à un niveau relativement intéressant. Et pour remettre en perspective également avec les autres pays de l'Europe, alors là, je vous ai pris un rapport de la Creux qui a été fait, la Creux ou RTE, qui date du premier semestre. Donc là, c'est les prix du 1er janvier au 31 juin. Et donc, on arrivait sur un prix moyen à 67 euros le mégawattheure en France. Donc là, pour le coup, l'Espagne était toujours devant nous à 62 euros le mégawattheure, mais on est tout de même relativement bien placé. Aujourd'hui, que ce soit sur le marché très court terme, le spot ou le marché à terme, la France a regagné des places dans le classement et dans la compétition européenne. Le gaz, on va faire exactement la même chose que sur l'électricité. Donc là, vous voyez, on a un petit peu plus de volatilité. Si vous regardez par exemple le prix de la livraison de 2026, que vous voyez tout en bleu, donc le prix le plus cher, on a toute l'année 2025 qui fluctue entre la barre des 30 euros et la barre des 45. Donc 15 euros de volatilité sur un mégawattheure qui est de gaz, c'est quand même relativement important. Alors, ce qu'il faut retenir aussi sur ce marché du gaz, c'est que plus les échéances sont lointaines, plus vous aurez des prix intéressants. Donc, vous voyez que là, 2027 est moins cher que 2026, 2028 est encore moins cher et 2029 est encore moins cher. Donc, si aujourd'hui vous prenez un contrat qui va du 1er janvier 26 jusqu'au 31 décembre 2029 ou 2030, ça va vous faire un prix beaucoup plus bas que si vous prenez seulement l'année 2026 qui est la plus chère. Après ces courbes de 2025, on va voir les perspectives d'évolution du marché. Alors là, ça mériterait un webinaire à part entière, donc on va essayer d'aller très très vite sur le sujet. Donc on va d'abord considérer la production d'électricité. Alors en ce moment, en 2025, on a une excellente disponibilité nucléaire. Toutes les maintenances se déroulent comme prévu. Il y a quelques maintenances en cours, mais tout va bien, pas de dérapage du calendrier. Les quelques aléas qu'il y a pu avoir, c'était des choses un petit peu ponctuelles. Vous avez dû voir cet été dans les informations les fameuses méduses qui ont envahi les cours d'eau du côté de Gravelines, les fortes chaleurs au Bugey. Donc ça, voilà, c'est des petites bricoles qui n'ont pas impacté structurellement le calendrier EDF. Le solaire et l'éolien, on n'a jamais autant produit cette année que les années précédentes. Donc là, on est vraiment à fond les ballons sur les énergies renouvelables. L'hydraulique,
il est toujours aussi efficace. On a eu des nouvelles il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, parce qu'il y a un sujet entre la France et la Commission européenne sur le sujet des centrales hydrauliques, avec la France qui veut maintenir un système de concession, et puis l'Europe qui est plutôt dans l'idée de libéraliser, de mettre beaucoup plus de concurrence. La France est en train d'avoir gain de cause, donc ça donnera un petit peu plus de visibilité aux entreprises qui exploitent les centrales hydrauliques. Et donc ça va être quelque chose d'extrêmement positif. Il y aura plus d'investissements et l'hydraulique va être, je pense, à moyen terme, une très bonne source pour la production d'électricité. En 2025, 95% de la production française d'électricité est bas carbone. Donc ça, c'est un très bon point. Alors bas carbone, voilà, ça reste toujours un petit peu subjectif et c'est les normes qui déterminent ça. Et pour information, donc les prix spot de l'électricité sont encore très influencés par les prix du gaz qui, eux, restent également très volatiles. En France, en 2024, on a battu le record d'exportation. En 2025, on est parti pour tenir le rythme. Donc, à moyen terme, en fait, la France va être une puissance exportatrice. Et ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, à un moment, s'il y a plus d'électricité qui est produite, en fait, les producteurs vont préférer l'exporter plutôt que de la brader en France. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, il ne faut pas s'attendre à une baisse de prix trop importante, parce que s'il y a beaucoup plus de production que de consommation, au niveau macroéconomique, on dirait le prix baisse. Oui, mais non, puisqu'il va y avoir les exportations. Et donc, pour EDF, c'est beaucoup plus pertinent d'exporter les surplus sur les marchés voisins plutôt que de faire baisser trop radicalement le prix en France. Ça, c'est des intérêts économiques. Donc, à court moyen terme, on n'a absolument aucune inquiétude à ce stade. Donc là, on est vraiment, toutes les planètes sont alignées, tous les voyants sont au vert. Donc là, on est très très bien sur la partie électricité. La consommation aujourd'hui, à court terme, alors on a toujours les industriels qui sont un petit peu sur le frein. On a toute la France, que ce soit les particuliers, les administrations publiques ou les entreprises qui sont dans la sobriété. Donc là, aujourd'hui, sur le court terme, la consommation est très très comprimée et je vais vous montrer un petit graphique juste après. Alors par contre, à long terme, c'est beaucoup plus inquiétant parce que dans le long terme, d'un point de vue un peu civilisationnel, sociétal, etc., on va avoir le déploiement de la mobilité électrique, la décarbonation progressive de l'industrie, le fait qu'aujourd'hui, le chauffage au gaz, ça n'existe plus et à terme, ça va être vraiment absolument marginal et tout passe en chauffage électricité. Donc pour toutes ces raisons un petit peu de mode de vie, en fait, RTE estime que la consommation en 2035, donc dans 10 ans, va être entre 580 et 640 TWh, c'est-à-dire plus 30 à plus 40% en 10 ans. Donc autant à court terme, on est bon puisque ça consomme peu, autant à long terme, on sait que la consommation va radicalement remonter. Et ça, à long terme, c'est un petit peu plus inquiétant. Est-ce que la production va tenir le rythme? C'est là qu'il y a beaucoup plus d'inconnus à plus 10 ans que pour cette année ou l'année prochaine. Donc voilà la consommation d'électricité. 2023-2024, vous voyez sur le graphique, on est revenu quasiment au niveau de 2002. Donc là, on est quand même sur une baisse structurelle de la consommation depuis la guerre en Ukraine. Donc voilà, à court terme, je pense que 2025, on va être relativement modeste sur la consommation, mais ça ne va pas durer éternellement. C'est pour ça qu'à un moment, la consommation va repartir. Et c'est là que, est-ce que la production va suivre? Moi, je m'inquiète un petit peu plus sur le moyen long terme. La production de gaz naturel, alors faisons très très vite. Le marché, il est désormais mondialisé depuis le développement du GNL, donc le gaz naturel liquéfié. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le GNL, le prix du transport va être beaucoup plus important que quand on injecte le gaz dans les tuyaux, si on fait un petit peu simple. Pourquoi? Parce que le gaz doit être liquéfié, il doit être transporté sur des bateaux et il doit être regazéifié quand il arrive dans le pays qui va le consommer. Donc, toutes ces manipulations, alors j'ai lu des rapports qui évoquent un facteur de x3, x4 ou x5 le prix du transport du GNL par rapport à l'usage des pipelines. Alors ces chiffres-là, il faut les prendre avec des pincettes, parce qu'effectivement, tout dépend, votre pipeline, quels sont les deux points qu'elle va rejoindre, et puis versus un bateau, de quel port de départ vers quel port d'arrivée. Parce qu'effectivement, si on compare le gazoduc France-Norvège, et puis un bateau qui fait Australie jusqu'en France pour livrer son gaz naturel liquéfié, vous voyez que là, les statistiques que je vous évoque, le facteur x3, x4, x5, faut vraiment être précautionneux avec ces informations-là, mais structurellement, vous avez compris, à partir du moment où il faut mettre ces petites cargaisons de gaz sur les bateaux et les faire traverser tous les océans, avec le prix du pétrole qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que le prix du gaz, quand il arrive dans le point d'interconnexion, soit plus faible qu'à l'époque du bon vieux tuyau qui reliait la Russie à la France. Pour schématiser.
Alors sur la partie production, petit rappel, il y a 2 principaux producteurs. Alors, pas si c'est rassurant ou inquiétant, mais donc on a personne des États-Unis, 25% de la production mondiale, et la Russie à peu près 15%. Donc à eux deux, ces 2 hyperpuissances énergétiques font 40% de la prod. Donc là, vous voyez tout de suite les enjeux qu'il va y avoir en termes de voilà, conflits géopolitiques, de business entre Trump et Poutine, etc. Donc là, c'est un gros sujet. Et les autres principaux producteurs, alors on va retrouver l'Iran, voilà, qui est un petit peu sous le joug des sanctions économiques, la Chine qui consomme quasiment l'intégralité de son gaz, donc qui va très très peu exporter, le Canada lui exporte beaucoup, le Qatar, bon, bah, heureusement malheureusement, on a des liens relativement proches avec la France qui bénéficie beaucoup de gaz qatari, l'Australie qui est à l'autre bout du monde, donc comme on prenait l'exemple tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué de transporter des cargaisons de gaz de Melbourne jusqu'à Paris si on schématise. La Norvège, ça c'est le facteur de stabilisation pour le gaz en Europe, puisque la Norvège est un très gros producteur de gaz et il n'est pas très loin de chez nous. Et en plus, c'est un pays relativement apaisé, contrairement à tous les autres pays que vous pouvez voir dans la liste. Voilà, hop là, j'ai mon Slack qui s'ouvre, je referme. Et enfin l'Arabie Saoudite. Donc tous ces pays-là, une fois qu'on a dit USA et Russie qui font 40% à deux, bah, tous les autres sont entre 2 et 6%. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce qui peut se passer dans les mois qui viennent en fonction des humeurs des uns et des autres, que ce soit à Washington ou à Moscou. Alors, sur le gaz naturel, maintenant on va parler de la consommation. Alors, les deux plus gros consommateurs, bah, ça va pas vous surprendre, du coup, c'est les États-Unis et la Russie, qui sont quand même des pays très industrialisés. Et dans les autres principaux consommateurs, entre 2 et 10%, on a bah, du coup la Chine, l'Iran, le Canada, l'Arabie Saoudite, qui étaient déjà dans les principaux pays producteurs. Mais on retrouve dans les consommateurs qui produisent peu le Japon, le Mexique, l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'était voilà, la donnée intéressante. Eux, ils consomment beaucoup plus qu'ils ne produisent. Alors, d'après l'IEA, donc l'Institut de l'énergie qui connaît très bien le sujet, on va en 2025 avoir une croissance de la demande mondiale de 1,3%, donc 2 fois moins qu'en 2024, on était à 2,8. Et l'IEA table sur plus 1% de croissance d'ici 2030. Donc la demande mondiale continue d'être plus importante d'année en année, mais entre guillemets, le rythme décélère un tout petit peu. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en dépit de tous ces rapports, le prix du gaz qu'on va avoir en Europe et en France, il dépend principalement de la croissance économique mondiale. Donc, les projections que là on fait d'ici 2030, c'est peu fiable, parce qu'il suffit qu'il y ait X points de croissance en plus au Japon ou en Chine ou quoi que ce soit pour que ça déstabilise en fait l'équilibre offre-demande sur le marché. Donc, pour ces perspectives que j'ai abordées très brièvement, parce que ça ferait l'objet d'un webinaire, on pourrait tenir 3 heures là-dessus, tellement les sujets sont vastes. Les coûts d'acheminement. Alors, les coûts d'acheminement, l'électricité, c'est notre bon vieux réseau Enedis qui s'en occupe. Et donc, on va regarder très brièvement ce que ça donne. Alors, moi, je vous inviterai à retrouver notre article sur le sujet, puisque vous avez les coûts d'acheminement au 1er août 2025 que vous pourrez trouver sur mesure selon si vous êtes en compteur bleu, compteur jaune, compteur vert. Et vous pourrez observer l'intégralité des composantes. Donc, rappelons qu'il y a composante de gestion fixe en euros par an, la composante de comptage également fixe en euros par an, le sous-tirage, avec le sous-tirage fixe qui va dépendre de votre puissance souscrite et qui va être multiplié par le coefficient pondérateur de puissance, et ensuite le coefficient pondérateur d'énergie. Donc là, ça va être le prix de chaque kilowattheure acheminé. Donc là, vous pouvez voir, c'est très compliqué de vous faire un résumé parce que selon votre compteur, votre puissance, votre courte ou longue utilisation, est-ce que vous êtes en pointe fixe ou pointe mobile, bah, tout le monde n'a pas les mêmes évolutions. Alors, ce qu'il faut juste remarquer quand même globalement, c'est que sur la partie puissance, bah, là, on prend l'exemple d'un haute tension, la partie fixe des coûts d'acheminement va très largement augmenter en hiver et baisser pour les consommateurs plutôt été. Donc voilà, je vous invite à visiter notre page, donc c'est limpide.net, vous allez dans publication et vous allez retrouver cet article, voilà, évolution du TURP, donc tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Au 1er août 2025, vous aurez tous les détails par profil et ce sera plus simple si vous allez vérifier tout cela par vous-même. Alors, je reviens sur ma présentation. Alors, du coup, on est reparti à la case départ. Hop.
Donc, les fameux prix, vous pouvez les consulter vous-même parce que ça fait l'objet, je pense, de pas mal de spécificités sur mesure. Dans les grandes nouveautés Enedis, c'est qu'il va y avoir l'évolution du régime des heures creuses. Alors, pour faire simple, il va y avoir de plus en plus d'heures creuses qui vont être positionnées à l'intérieur de la journée. Parce qu'aujourd'hui, pour schématiser, les heures pleines, c'est la journée de travail, et les heures creuses, c'est la nuit. Donc, à terme, le petit creux de la consommation au début d'après-midi, bah, ça pourrait être une heure creuse, donc pour les industriels et pour les entreprises. Potentiellement, bah, vous aurez un prix d'électricité moins cher dans l'après-midi, que ce soit en fourniture ou en acheminement. Baisse des puissances de raccordement. Alors ça, c'est un sujet qui va concerner uniquement les industriels en haute tension. Certains d'entre vous ont déjà reçu des courriers de la part d'Enedis. Alors en fait, pour vous expliquer la démarche très brièvement, et on a fait un excellent article à ce sujet, Enedis s'est aperçu qu'il y avait trop de raccordements dans le réseau où Enedis mettait à disposition une puissance très importante d'un point de vue technique, mais qui n'était pas de fait utilisée par les consommateurs sur place. Donc l'idée d'Enedis, c'était de reniveler par le bas les puissances disponibles sur les raccordements. Pour que demain, voilà, on n'ait pas un consommateur qui puisse passer du simple au triple, et que si tout le monde fait ça dans toute la France, et ben à un moment le réseau il claque. Voilà, c'est juste les mesures préventives d'Enedis. Donc ça va concerner uniquement la puissance techniquement indéniable, et à aucun moment, si vous recevez ce courrier, votre puissance souscrite n'est impactée. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que, voilà, par exemple, si vous avez un compteur 500 kW, peut-être que sur le raccordement, techniquement, vous pouvez monter jusqu'à 2000 kW. Et donc là, Enedis, bah, s'ils voient que en fait, ces 5 dernières années, vous étiez entre 450 et 500 kW, eh ben, ils vont vous dire, bah, au lieu de vous mettre à disposition 1000, 1500, 2000 kW, bah, je vais mettre techniquement à disposition seulement 600, 650 kW. Mais ce qui fait que vous, vu qu'actuellement vous consommez 500 d'après votre historique, eh ben, vous n'êtes pas en danger. Le seul point sur lequel il faut être vigilant, c'est si jamais vous prévoyez une croissance de votre consommation, de votre soutirage d'électricité à court, moyen ou long terme, là, il faut absolument prévenir Enedis pour que justement, il ne rabote pas trop la puissance techniquement atteignable sur votre niveau de raccordement. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer en une minute ce sujet un petit peu complexe. On a encore une fois un très bon article en la matière que vous pourrez retrouver dans notre section publication. Sur le gaz, alors là pareil, on a un excellent article qui vous permettra de voir sur mesure l'évolution au 1er juillet 2025. Donc là pareil, tout dépend de votre type de compteur, T1, T2, T3, T4, TP. Et vous pouvez sur notre article voir effectivement donc la partie abonnement distribution. Là je vais prendre un T3 avec l'évolution par rapport à l'année précédente. Vous pouvez voir également l'historique. Vous pouvez voir la partie variable de la distribution, donc le prix pour chaque mégawattheure distribué par le réseau GRDF. Donc évidemment, bah là, on est principalement sur des hausses. Donc voilà, c'est un point que personne ne doit ignorer, c'est que dès qu'il y a une évolution des prix d'acheminement, bah, en général, c'est principalement la hausse. Et donc, on a un petit récap voilà, qui vous permet de voir pour chaque année depuis 10 ans comment l'abonnement et la partie variable de la distribution de gaz a augmenté. Donc là, vous voyez, si je prends un T3, on est passé de 757 € par an à 1300, donc quasiment x2 en 10 ans. Et le prix proportionnel, donc le prix du mégawattheure distribué, de 5,65 à 8,69. Pareil, là, quasiment plus 50%. Idem, je vous invite à retrouver ces informations sur notre site internet, ce sera beaucoup plus précis. Voilà. Hop. Donc, petit rappel sur l'abonnement de gaz, parce qu'on évoquait le sujet. Donc, l'abonnement sert à payer les frais GRDF, qui sont ni plus ni moins que le transport, le stockage, la distribution. Alors, attention, ne jamais confondre l'abonnement GRDF, donc le prix que vous coûte l'accès au réseau et à votre compteur, avec l'abonnement fournisseur. Alors, en gaz, il y a des fournisseurs qui ne mettent pas d'abonnement fournisseur et qui ne margent que sur le mégawattheure. On a des fournisseurs voilà, qui vont rajouter un abonnement qui vont dans leur poche, en plus de l'abonnement qui va payer les coûts d'acheminement à GRDF. Attention à cela. Et donc cet abonnement, là où c'est très compliqué, autant en électricité, vous avez un tarif universel d'acheminement, autant sur le gaz, tout dépend de votre emplacement dans le réseau. Donc voilà, l'abonnement gaz, c'est un sujet très technique qui dépend de voilà, comment vous êtes raccordé, de votre type de compteur, etc. Et c'est pour ça que je vous invite à aller sur notre site voir les détails. Et évidemment, oui, cet abonnement, on peut repréciser, encore une fois, ça mériterait un webinaire d'1 heure, que votre abonnement, le montant de votre abonnement chez GRDF dépend de l'option tarifaire que vous avez
T1, T2, T3, T4, TP, de votre profil. Est-ce que vous êtes un P14, un P15, un P17? Parce qu'effectivement, si vous êtes un P19 qui utilise le gaz seulement pour le chauffage en hiver, vous allez payer beaucoup plus de stockage que l'industriel qui consomme du gaz tout au long de l'année. L'ACAR, consommation annuelle de référence, plus vous avez une consommation importante, plus la partie fixe de l'acheminement GRDF va être importante. Donc voilà pour nos coûts d'acheminement sur le gaz. Chapitre 4, la fiscalité énergétique. Alors là, on a été gâtés en cette année 2025 avec les turbulences politiques et fiscales qu'a connu la France. Donc on va commencer sur l'assise sur l'électricité. Donc pour rappel, l'assise sur l'électricité, c'est anciennement la CSPE, contribution au service public de l'électricité. C'est également anciennement la TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc en 2025, on a des taux pleins qui ont changé 3 fois. Alors, tout le mois de janvier, en fait, c'était le bouclier tarifaire majoré de 20 € par mégawattheure. Donc les ménages, le bouclier fiscal, c'était 1 € plus 20, donc 21. Les entreprises, 0,5 plus 20, ça fait 20,50 €. À partir du 1er février, les taxes ont radicalement augmenté, comme vous le voyez ici. Donc pour les ménages, on passe de 21 à 33,70. Les entreprises moins de 240 kW ou kVA, on passe de 20,50 € à 26,23. Et les entreprises raccordées en haute tension à plus de 240 kW prennent 2 € d'augmentation sur le mégawattheure. Au 1er août, à nouveau, un petit coup de chamboule tout. On a les ménages qui rebaissent. Et on arrive à 29,98. Donc on passe de 21 à 33, puis on revient à quasiment à 30. Les entreprises qui ont des petits compteurs, ça rebaisse un tout petit peu au 1er août par rapport au début d'année. Et les grands perdants de l'affaire, c'est les grosses entreprises industrielles qui sont sur du plus de 240 kW, qui vont voir leur taxe électrique passer de 22,50 à 25,79. Pour rappel, quel que soit le type de compteur, le taux réduit applicable en 2025 pour les entreprises qui sont éligibles reste 50 centimes, c'est-à-dire une prolongation du bouclier tarifaire. Et on va voir ultérieurement un petit rappel sur les critères pour être éligible et ce que Limpide peut faire pour vous. Sur le gaz, en 2025, on a eu 2 taux pleins. Donc là, c'est un petit peu plus simple. Tous les consommateurs sont passés de 17,16 en début d'année, donc de janvier à juillet. Et à partir du deuxième semestre, 1er août, on passe à 15,43 €. Donc là, c'est un petit peu plus simple par rapport à ce qu'on a vu sur l'électricité. Et les taux réduits dépendent de votre configuration et puis surtout de vos process de production. Donc on reste sur du 1,52 ou du 1,60 par mégawattheure. Voilà pour le gaz, c'est un petit peu plus simple que l'électricité. La TVA, il y a une évolution au 1er août 2025. Alors ça va très peu impacter les entreprises puisque vous récupérez la TVA. Mais c'est fini, la TVA à 5,5 sur l'abonnement et la CTA. Donc la CTA, c'est la contribution tarifaire d'acheminement. Oui, puisqu'évidemment, même les taxes font l'objet de la TVA, ce qui est tout de même charmant. Donc tout passe de 5,5 à 20%. Donc, petit rappel pour savoir qui est-ce qui va avoir un impact négatif. En fait, on avait seulement les compteurs C5, donc les tout petits compteurs moins de 36 kVA en basse tension, qui payaient actuellement la CTA et l'abonnement à 5,5. Donc il n'y a que eux qui vont voir l'évolution en électricité où la TVA va passer de 5,5 à 20. Pour tous les consommateurs de gaz, la CTA et l'abonnement étaient déjà à 5,5. Donc pour tout cela, il va y avoir une TVA qui fait x4. Alors encore une fois, peu d'impact sur les entreprises qui récupèrent la TVA, mais pour les ménages, du coup, c'est un petit peu plus difficile à encaisser. Voilà, donc désormais, c'est plus simple. Quand on fera des comparatifs, toutes les TVA seront à 20%. Donc mon service informatique qui génère les comparatifs en ligne, au moins ça leur fera une donnée en moins, tout sera à 20% et c'est plus simple. Voilà, un petit rappel sur les exonérations. Donc, il y a plusieurs types d'exonérations possibles. Soit il est possible d'avoir des taux réduits, donc le fameux 0,50 en électricité pour 2025, ou des exonérations totales. Les exonérations peuvent porter sur le sirène, le siret, le compteur, certains usages de votre compteur. Et donc, pour vérifier votre éligibilité, Limpide, on vous propose une étude qui est gratuite et sans engagement. Et l'objectif de cette étude, c'est de vérifier si vous êtes éligible, oui ou non, chiffrer les montants qui sont en jeu, et puis surtout, vous présenter la prestation Limpide et le coût de prestation qui va être au succès, donc un pourcentage des montants économisés. Voilà. Et puis, petit rappel pour tous ceux qui appliquent les exonérations sur les factures, parce qu'il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui disent moi j'ai fait le CERFA pour que mon fournisseur applique le taux réduit. Vous vous déclarez de cette façon éligible a priori, mais vous devez le reprouver a posteriori via un dossier complet.
L'objectif de ce dossier, c'est de prouver par A plus B que vous étiez éligible. Deuxième point, déclarer les volumes qui ont fait l'objet de ce dégrèvement fiscal. C'est de l'argent public, donc à un moment, il faut rendre des comptes. Et puis troisième point, l'éventuelle régularisation. Donc peut-être que vous pouvez demander encore un petit remboursement on the top si votre exonération appliquée n'était pas optimale. Et dans l'autre sens, si vous aviez appliqué un taux réduit en 2025 et que vous n'êtes plus éligible une fois que vous clôturez l'année 2025, c'est à vous de faire le dossier pour rembourser l'État français du bénéfice de l'exonération auquel vous n'aviez pas droit. Voilà, donc là, très important, c'est pas parce qu'on applique un taux réduit, qu'on fait un bout de papier inserté au fournisseur qu'on est exempté de toute obligation. Chapitre 5, le mécanisme de capacité. Donc là, je vais faire relativement vite parce que c'est un sujet complexe qui mériterait encore une fois un webinaire. Et puis donc ce sera mon dernier chapitre avant que je repasse la main à Thomas de l'agence 203. Donc, petit rappel conceptuel sur ce qu'est la capacité. Alors, le mécanisme de capacité, ça permet de financer la disponibilité de moyens de production temporaires. L'idée, c'est que quand le réseau est en difficulté en période de pointe en hiver et que toutes les centrales, tous les moyens de production structurels sont au taquet et qu'on n'arrive pas à produire suffisamment pour subvenir à la consommation, eh ben, on va déclencher des moyens de production temporaires juste pour ces quelques heures où le réseau est très en difficulté. Pourquoi quelques heures? Parce que les moyens de production temporaires, ça va être beaucoup plus cher qu'une centrale qui produit de façon régulière tout au long de l'année. Et donc, quitte à payer ce coût très élevé, autant que ce soit seulement sur les heures où il y en a très besoin. Voilà, si je devais vous résumer le mécanisme de capacité en quelques secondes, ce qui n'est pas une chose aisée. Donc, l'impact sur les contrats, c'est qu'en fait, ce mécanisme de capacité, il va être évalué différemment selon les fournisseurs. Sachant que normalement, on reprend l'historique de votre compteur pour déterminer votre obligation de capacité. Alors, l'autre problème qu'on va avoir, c'est l'hétérogénéité des unités. Chaque fournisseur va présenter des unités différentes. Des euros par mégawattheure, des kilowatts par mégawattheure, donc des puissances rapportées à des volumes consommés. Voilà, je ne vous fais pas toute la liste, mais c'est un petit peu complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un prix du kilowatt de capacité qui est déterminé tous les ans, plusieurs fois par an, par le marché EPEX Spot. Donc en fait, il y a des enchères, donc comme un marché, il y a une offre et une demande, et il y a un prix qui résulte de cette confrontation. Et donc, il y a en général 5, 6, 7, 8, 9 enchères tout au long de l'année qui portent sur la livraison d'électricité pour l'année suivante. Et donc, c'est une bourse, hein, une offre, une demande, un prix. Et donc, ce prix va fluctuer tout au long de l'année. Mais ce qu'il faut savoir, le petit charme de ce concept, c'est que chaque fournisseur va utiliser potentiellement une enchère différente. Alors, il y a des fournisseurs qui vont faire la moyenne des enchères de 2025 pour la livraison 2026. D'autres qui vont dire, moi, je prends la première enchère de 2025, comme ça, j'achète toutes les garanties de capacité pour mon client sur la première. D'autres vont faire exactement ça sur la dernière. Donc, en fait, on a vraiment déjà des choses très compliquées à comparer selon déjà l'estimation du fournisseur, l'unité qu'il prend et quelle enchère de référence il va utiliser pour valoriser le prix sur votre facture, puisqu'à la fin des fins, sur votre facture, vous aurez 1 euro par mégawattheure. Voilà. Des euros par mégawattheure. Si c'était seulement 1 euro, ça va bien. Sachant que, petite précision aussi, il y a des fournisseurs qui vont vous répercuter ce coût seulement sur l'hiver. D'autres qui vont vous le lisser tout au long de l'année, même sur vos heures creuses, même sur l'été. Donc voilà, il y a vraiment une complexité sur ce mécanisme, sur lequel nous, en tant que spécialistes, quand on fait des budgétisations, on est effectivement en mesure de traduire ces unités barbaresques dans quelque chose qui parle un petit peu à tout le monde, à savoir des euros par an, ce qui n'est pas une mince affaire. Et dernier point, le plus important, sur les compteurs qui vont être en télé-relevé, donc très souvent les compteurs C2 en haute tension, il va y avoir des clauses de régularisation. Donc vous avez peut-être à l'instant T, quand vous comparez deux offres, le fournisseur A qui est moins cher que le fournisseur B en capacité. Sauf que si le fournisseur A, une fois que l'année est terminée, vous fait une régule et puis qu'il vous envoie une facture de 5 000 euros, vous n'aurez peut-être pas forcément fait le bon choix quand vous avez choisi entre A et B. Donc voilà, la capacité, c'est un sujet un petit peu compliqué. Donc une fois qu'on a expliqué le mécanisme, très brièvement, voilà le prix de la capacité pour les années de livraison de 2017 à 2026. Alors sur ce graphique, vous voyez que la livraison 2026, donc là c'est les enchères qui ont lieu en 2025 pour la livraison 2026, on arrive à 1 kilowatt autour de 6 euros le kilowatt. Point très positif, c'est que là on est sur le prix le plus bas qu'on ait jamais connu depuis la création du mécanisme en 2017.
Alors, les enchères de 2025 ne sont encore pas terminées, il y en aura encore 3 à venir, mais là, on est parti pour battre le record du coût de capacité à la baisse. Et donc, là, vous voyez, on a le pic de 2022 et puis ça va décrescendo. Donc là, on est très très bien sur ce sujet-là. Comment faut interpréter ça aussi? C'est que là, on est tellement bon en ce moment sur la production et la consommation est tellement compactée qu'en fait, ces fameuses heures de pointe pendant lesquelles le réseau est en difficulté pour équilibrer offre-demande, en fait, ces heures de pointe, on considère qu'il y en aura très très peu l'année prochaine ou cet hiver, et que s'il y en a, eh ben, le réseau structurel sera en mesure de répondre à la demande sans forcément lancer trop de moyens temporaires. Donc ça, c'est encore un signe qu'à très court terme, la santé du parc nucléaire EDF et de tous les moyens de production, on est vraiment, encore une fois, avec tous les feux au vert. Donc voilà, donc ce 6 euros et quelques du kilowatt pour la livraison 2026, bah, c'est le fruit des 1, 2, 3, 4, 5, 6 enchères qui ont eu lieu cette année pour la livraison de 2026. Donc voilà, on a commencé par une enchère à plus de 15 euros, et puis après, ça s'est tassé autour des 5 euros le kilowatt. Donc on attend encore les 3 dernières enchères de cette année 2025, donc qui auront lieu en septembre, octobre et décembre. Donc bah voilà, si votre fournisseur prend la dernière enchère de l'année, vous êtes tributaire du prix du 4 décembre. Et puis en revanche, si votre fournisseur prend la moyenne des enchères 2026, on peut déjà vous annoncer que ça va bien se passer et que la capacité ne sera pas extrêmement chère pour votre année 2026. Voilà, donc maintenant je laisse la parole et je vais couper mon partage d'écran. Je vais laisser Thomas reprendre la main et qui va vous parler en un quart d'heure des C2E et Alors bonjour à ceux qui, ensuite des TRV. voilà, donc alors bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Je vais essayer donc de partager l'écran. J'ai pas trop l'habitude. Donc, alors les certificats d'économie d'énergie, qu'est-ce que c'est? Alors, donc les certificats d'économie d'énergie, ça a été créé avec la loi POP. Donc c'est le programme fixant les orientations politiques énergétiques. Ça a été créé en 2005 et c'est effectif depuis 2006. Donc les fournisseurs d'énergie ils sont obligés du coup, comme porte le mot, de financer des économies d'énergie dans tout ce qui est rénovation énergétique. Donc, il y a un coût qui est répercuté sur les factures. Sur les factures, on le verra plus tard, des entreprises qui sont concernées. Il existe 2 types de certificats d'économie d'énergie, les certificats classiques et les précarités. Donc, les classiques, c'est pour tout ce qui est industrie tertiaire, agriculture, collectivité, et ensuite les précarités pour tout ce qui est rénovation pour ménages modestes. Voilà. Qui paye les certificats d'économie d'énergie. Donc tout ça, ça dépend du code MAF, aussi le code APE. Donc par exemple, on prend l'exemple d'une boulangerie qui a un code APE 1071C. Il y a de la fabrication, de la transformation de produits. Du coup, il est exonéré des C2E. Les restaurations traditionnelles 5610A est assujetti, donc il aura sa petite ligne qui viendra dans la facture d'énergie, venir amplifier le montant du prix électron. Parfois, c'est intégré au prix, hein, évidemment. La fabrication de plats préparés, donc fabrication donc exonérée, commerce de détail de fleurs assujetti, et un exemple similaire, reproduction de plantes, donc toujours pareil, là exonéré puisque c'est de la transformation de produits ou de la fabrication. Voilà pour les certificats d'économie d'énergie. Du coup, voilà, donc on a des contrats qui sont fabriqués en fait, qu'on appelle des grilles de prix. C'est des grilles de prix, c'est-à-dire que c'est un prix qui est donné par exemple en début de mois, qui est valable tout le mois entier pour une livraison sur le mois suivant, voire éventuellement jusqu'à 12 mois après. Donc ces grilles de prix, il faut faire attention en fait. Déjà, il faut bien saisir le code NAF qu'on a. Hein. Si on est une boulangerie, on n'est pas assujetti au C2E, on n'a pas à les payer. C'est pourquoi certaines grilles de prix nous intègrent directement à l'intérieur ce surcoût qui est de l'ordre de, ces derniers temps, environ 7,50 € par mégawattheure supplémentaire. Et donc, effectivement, c'est pas parce que le voisin, le restaurateur d'en face a un contrat chez X qu'il faut aller souscrire là-bas parce que les prix sont les mêmes. Puisque si c'est une boulangerie, évidemment, elle sera soumise à quelque chose qu'elle n'a pas à payer.
Donc ça, il faut toujours évidemment vérifier tout ce qui est son code NAF et puis surtout bien comparer. Le mieux, ce serait les offres sur mesure. Évidemment, il faut faire appel à votre expert. Euh, voilà, donc le sirène et du coup le code NAF et, euh, et voilà. Donc le principe en fait des certificats d'économie d'énergie, c'est qu'actuellement on rentre dans la 6e période. On a les fournisseurs donc ont obligation de faire 35%. Ils ont 35% d'obligation, ce qui va se traduire à partir de janvier 2026 par une hausse des prix du mégawattheure concernant les certificats d'économie d'énergie. Voilà, ça c'était pour les tarifs, pour les certificats d'économie d'énergie. On va passer aux tarifs réglementés. Le tarif réglementé, c'est quoi? Donc, en fait, avant le 8 avril 1946, la France était un petit peu fragmentée. Il y avait plus de 200 producteurs, plus de 100 transporteurs et environ, pareil, plus de 1000 distributeurs. Du coup, on a créé en fait tout simplement EDF-GDF pour intégrer ces 1450 entreprises afin justement de pouvoir obtenir le même prix et puis en même temps de développer l'électricité jusque dans les zones rurales. Donc les TRV, c'est quoi? Les TRV, on a les tarifs bleus, les tarifs jaunes, les tarifs verts. Bon, ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui maintenant. On a tarif bleu, c'est tout ce qui est inférieur ou égal à 36 kVA. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi à la maison, hein, les 3 kVA, 6 kVA, 12 kVA. Et puis aussi les entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'une grosse puissance. Donc ça, c'est les tarifs bleus. On a ensuite les tarifs jaunes, tout ce qui est supérieur à 36 kVA jusqu'à 250. Et après, tout ce qui est haute tension, les tarifs verts. Donc voilà, c'est ces 3 déclinaisons, c'est du coup les tarifs réglementés. On va passer au slide du coup suivant, qui c'est les tarifs réglementés de vente. Donc, il faut savoir qu'en fait, les tarifs réglementés de vente ont disparu le 31 décembre 2015. Donc, pour les tarifs jaunes et les tarifs verts, toutes les entreprises qui étaient en tarif jaune et en tarif vert avaient l'obligation de quitter les tarifs réglementés pour justement souscrire à une offre de marché. C'est la loi, il fallait faire ça absolument. Donc, c'est vrai que depuis 1946 que ça existe, ça a été un petit peu long à se faire. Hein. Il y a eu même des entreprises qui, dépassé juin 2016, se sont retrouvées, qui étaient chez EDF, se sont retrouvées ailleurs chez un autre fournisseur, impactées de plus de 30% pour justement les inciter à faire le nécessaire, à quitter les tarifs réglementés. Hein. Après, même plusieurs courriers recommandés reçus. Ensuite, il y a eu une deuxième période, c'est que pour les tarifs bleus, qui étaient encore éligibles au TRV, n'importe quelle entreprise. Après, il y a eu cette loi au niveau des TPE, c'est-à-dire que si l'entreprise a 10 salariés ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, à ce moment-là, elle devait souscrire aussi à une offre de marché. Elle était plus éligible au tarif réglementé de vente. Et ça s'est traduit souvent sur les factures. On a pu voir à la place de tarif bleu ou tarif réglementé, la mention qui s'appelait contrat sortie de tarif. Hein. Malgré ça, il existe encore des entreprises qui sont en contrat sortie de tarif. Il y a eu quelques années en arrière, effectivement, ces contrats sortis de tarif ont été impactés de plusieurs pourcents pour justement inciter les entreprises à sortir de là. Et puis ensuite, du coup, ce qui s'est passé, c'est que en février 2025, donc récemment cette année, ce qui se passe, c'est un retour à nouveau de ces tarifs réglementés, jaunes et verts. Donc toujours pareil pour les entreprises de moins de 10 salariés ou moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc maintenant, elles ont la possibilité de souscrire à nouveau au tarif réglementé. Donc l'avantage du tarif réglementé, c'est qu'évidemment, on peut rester un mois ou deux. Ça peut être intéressant si on doit changer, basculer sur un autre compteur, un compteur C5 par exemple, on n'est pas engagé. Mais attention, on le verra un petit peu plus tard du coup, que les tarifs réglementés sont aussi construits avec une partie de briques à rennes. Voilà pour l'électricité. Pour le gaz naturel, du coup, c'était un peu différent. Les entreprises qui étaient concernées, qui avaient une consommation supérieure à 200 mégas, devaient quitter absolument les tarifs réglementés à partir du 31 décembre 2014. Ils avaient l'obligation de souscrire encore une offre de marché. En second temps, c'était tous les consommateurs
qui était supérieur à 30 mégas. Hein. On ne pouvait plus rester sur les tarifs réglementés. Et c'est passé le 30 juin, donc il y a 2 ans, la disparition totale des tarifs réglementés gaz, qui est maintenant remplacé par un prix repère qui est publié par la Commission de régulation de l'énergie. Voilà pour les tarifs réglementés de gaz. Donc aujourd'hui, en fait, qui a la possibilité encore d'avoir les tarifs réglementés? Donc on a toujours les particuliers, hein, comme à la maison, il existe pas mal d'offres pour les particuliers, les TPE, on l'a vu, hein, avec 10 salariés ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à nouveau, depuis février 2025, tout ce qui est bleu, jaune, vert, selon la puissance. Et par contre, pour le gaz, prix repère, TRV, ça n'existe plus. Alors, les tarifs réglementés, qu'est-ce que c'est? Donc, les tarifs réglementés, en fait, c'est très simple sur une facture de EDF, hein, puisque à part EDF et les entreprises locales de distribution, euh, du coup, dans un prix électron, par exemple, actuellement, les prix des tarifs réglementés sont à 130 euros du mégawattheure. Hein, ça fait 13 centimes du kilowattheure. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces 130 euros du mégawattheure? On retrouve la partie fourniture, les coûts liés au certificat d'économie d'énergie, les coûts liés au coût de mécanisme de capacité, comme on a pu le voir avec François tout à l'heure, et surtout les coûts d'acheminement qui, eux aussi, ont évolué au 1er août. Donc attention, quand on compare, il faut vraiment comparer correctement. De toute façon, sur une facture d'électricité, une facture de EDF, elle est pas compliquée, il y a 2 tarifs. Le prix de l'abonnement, en fonction de votre puissance, et ensuite le prix de l'électron. Et juste en dessous, il y a une petite ligne qui nous explique que dans ces prix est intégré les coûts d'acheminement de Enedis. Donc, faire attention quand évidemment on demande des grilles de prix, donc toujours avec le code NAF, bien vérifier ce code NAF si on est éligible ou pas au C2E. Mais attention, il y a des grilles de prix où on peut trouver éventuellement un prix aux alentours de 68 euros du mégawattheure. On ne pourra pas le comparer, ce prix à 68 euros, avec les 133, parce que dans les 68 euros, il faudra rajouter justement tout ce qui est certificat d'économie d'énergie, acheminement surtout, qui représente quand même une belle partie du prix. Et voilà pour les tarifs réglementés. Donc les tarifs réglementés, donc à l'origine, oui, il y avait toutes ces entreprises. Il faut savoir que les tarifs réglementés s'achèvent, comprennent une brique arène, hein, c'est-à-dire les 42 euros du mégawattheure qui ont été faits avec la loi NOM, la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Donc dans ces prix, à 133 euros du mégawattheure, il y a une partie de l'arène qui prend fin le 31/12/2025. Donc je pense qu'il faut s'attendre éventuellement à quelques évolutions tarifaires à partir de janvier 2026. L'évolution des tarifs réglementés. Alors, moi, en fait, on a repris là, presque les 10 dernières années. En août 2016, le prix d'un mégawattheure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était à 130 euros du mégawattheure, c'était à 80 euros et 10 centimes. Et au fil du temps, au fil des années, le prix a évolué. Donc, il faut savoir que ça évolue quand même deux fois par an. Généralement, ça évolue en février pour la partie fourniture, donc le coût de l'électron, et puis en août pour tout ce qui est partie acheminement. Mais il y a eu quelques années, par exemple en juin 2019, où effectivement il y a eu une autre évolution, et, et du coup, oui, les coûts ont bien monté, les tarifs réglementés ont très fortement augmenté. Où c'était justement la période février ou 2023. Donc c'est vrai que les entreprises qui avaient dû quitter les tarifs réglementés ont dû prendre à ce moment-là des contrats en offre de marché, ceux qui étaient assujettis, qui pouvaient toujours en bénéficier pendant la période de crise. Évidemment, il n'y avait aucun autre tarif imbattable. Hein, les tarifs réglementés étaient relativement bons. Et puis après, au fil du temps, courant août, février, on arrivait à trouver quelque chose en prix de marché, bloqué et inférieur. Voilà pour les tarifs réglementés et pour leur évolution. Donc les TRV, on l'a vu, hein, c'est un outil de protection, puisque justement pendant cette période-là, il y avait à l'heure actuelle, pour ceux qui étaient bénéficiaires, ils avaient relativement un bon tarif.
Mais après, voilà, l'évolution des tarifs réglementés, la fin de l'Arenh, le nouveau dispositif à venir, tout dépend en fait des choix nationaux de l'Europe et de la transition énergétique. Donc, affaire à suivre. Impeccable. Eh ben, merci Thomas pour ce très bon point sur les TRV, toi qui connais très très bien les TPE. Voilà, il y en a encore beaucoup qui sont soumises au TRV. Donc merci pour ces explications et ces éclairages. Alors on va terminer ce webinaire sur le chapitre 8 qui est la fin du mécanisme ARENH. Alors chez Limpide, on a déjà fait beaucoup d'articles, d'outils, de webinaires sur le sujet. Mais on va remettre une petite dose sur qu'est-ce que c'est le mécanisme ARENH. Alors, le mécanisme ARENH, c'est un mécanisme qui permettait aux fournisseurs alternatifs d'acheter à peu près un quart de la production d'EDF, donc 100 TWh, à 42 € le mégawattheure. Donc, jusqu'à 2016-2017, quand le marché était en dessous des 42, bah, ça n'avait aucun intérêt. Et depuis que le marché s'est un petit peu rebiffé à la hausse, eh bien, mécaniquement, l'ARENH a été un mécanisme de plus en plus sollicité par les fournisseurs alternatifs qui ont préféré acheter de l'ARENH à 42 plutôt que du marché à 60 quand le marché était en expansion. Donc, à l'époque, dans ce système-là, donc alors reprécision, parce que je l'ai mis en titre, mais le mécanisme ARENH a débuté d'un point de vue opérationnel au 1er juillet 2011 et va s'éteindre au 31 décembre 2025. Et pendant toute cette période-là, chaque consommateur avait un droit ARENH qui lui était propre. Ce droit ARENH, en fait, il dépendait de la puissance atteinte par le compteur de l'entreprise pendant des heures très spéciales, en gros les heures super creuses en été. Donc en gros, c'était le ruban qui permettait de définir la consommation structurelle de l'entreprise tout au long de l'année. Et donc là, effectivement, un camping qui fonctionnait qu'en été à 2 heures du matin, ou la boîte de nuit, le Macumba Night dans un camping, avait mécaniquement un droit à Rennes qui tendait vers 100%, quand dans l'autre sens, la station de ski qui consommait quasiment rien en été et en heure creuse été, avait un droit à Rennes qui tendait vers zéro. C'est là que c'était très très compliqué. Chaque consommateur avait son propre droit à Rennes en fonction de son historique de consommation. Donc l'impact dans les contrats, il était assez technique et un peu compliqué, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont fait des cauchemars avec le concept d'ARENH, puisqu'effectivement, il y avait d'abord le sujet de comment déterminer le pourcentage d'ARENH du consommateur. Alors, même sur une même activité, il y a un fournisseur qui prenait l'historique qui vous trouvait 63% d'ARENH et puis l'autre qui vous trouvait 68%. Donc à chaque fois, c'était un peu la foire à la saucisse en la matière. Donc c'était très compliqué pour les consommateurs de s'y retrouver. Et outre cela, il y avait aussi le fait que les types d'offres, à cause du mécanisme ARENH, étaient un petit peu complexes. Alors, il y avait les offres 100% ARENH, donc le consommateur avait 100% de son droit ARENH. Il y avait les offres avec couverture, donc on appelait aussi des offres avec anticipation d'écrêtement ARENH. Les offres ARENH 100% écrêtées, les offres 100% marché. Donc voilà, en gros, la question c'était, dans une offre, il y a du marché, il y a de l'ARENH, quelle est la proportion, quelle est la dose de risque, qui prend les risques en termes de surcoût, est-ce que c'est le fournisseur, est-ce que c'est le consommateur. Donc on avait tout un tas de types d'offres qui s'étaient déclinés avec ce mécanisme. Voilà. Point très important aussi, mais que beaucoup de consommateurs ont oublié, c'est quand on comparait une offre ARENH avec une offre marché, une offre ARENH intégrait automatiquement des obligations de capacité. Donc, le fournisseur qui présentait une offre ARENH, quand on budgétisait une offre ARENH en budget annuel, évidemment, le coût de la capacité était beaucoup plus faible qu'une offre 100% marché, puisque avec les droits ARENH étaient intégrés des garanties de capacité. Sujet aussi qui mériterait un webinaire d'une heure rien que pour le sujet de capacité et d'ARENH. Donc voilà, c'était un sujet très très compliqué sur les contrats. Alors évidemment, je vous épargne quand il fallait faire des simulations de surcoût entre le fournisseur qui avait 60% d'ARENH, l'autre qui avait 70%, l'un qui avait une couverture, pas l'autre. Enfin bref, franchement, là, on s'est noyé quand même pendant 5 bonnes années à partir de 2017 quand les entreprises ont de plus en plus recouru à l'ARENH. Outre les contrats qui étaient déjà complexes, les factures étaient bien compliquées, parce que déjà, il y avait le risque de hausse du prix de l'ARENH, c'est-à-dire que si l'État a décidé de passer de 42 à un autre montant, en fait, le prix de vente final du consommateur allait augmenter proportionnellement à sa dose d'ARENH de ce même montant. Et il y avait le fameux sujet de l'écrêtement. Alors là, pareil, je pense qu'il y a des acheteurs qui ont vraiment cauchemardé là-dessus pendant des semaines quand ils achetaient leur contrat d'électricité. Donc l'écrêtement, c'est le fait que les 100 TWh mis à disposition à 42 €, en fait, il y avait beaucoup plus de demandes que les 100 TWh disponibles. Donc au final, le fournisseur vous faisait un contrat en établissant un prix de vente à tant d'euros par mégawattheure.
en présupposant qu'il allait avoir 100% de droits AREN qui allaient être intégrés dans l'offre. Sauf qu'en fait, on s'apercevait tous les mois de décembre que pour l'année suivante, il allait manquer X% d'AREN à chaque consommateur et que du coup, le fournisseur devait boucher le trou, entre guillemets, avec des volumes achetés sur le marché, du coup à des prix bien plus élevés que 42 € le mégawattheure, ce qui faisait des surcoûts. Et outre ce mécanisme complexe d'écrêtement, on avait certains fournisseurs qui prenaient des dates différentes pour acheter les volumes manquants pour l'année de livraison à venir. Alors certains prenaient le 1er décembre, d'autres le 15 décembre, d'autres la moyenne entre le 1er et le 15. Donc voilà, encore une fois, deux entreprises qui avaient le même pourcentage d'AREN, le même type de contrat AREN, mais chez des fournisseurs qui prenaient des dates différentes pour acheter les volumes écrêtés, et déjà on avait des surcoûts absolument différents, impossibles à recalculer. Alors, effectivement, nous, Limpide, on a toujours donné beaucoup d'outils pour faire des simulations en la matière, mais le consommateur lambda, seul face à son fournisseur, là, honnêtement, eh bien, bon courage. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui se sont fait avoir par des fournisseurs qui ont surestimé les surcoûts AREN. Moi, j'ai eu des conflits avec certains fournisseurs. Ça pourrait représenter des centaines de milliers d'euros sur des consommations industrielles. Voilà, il y en a qui se sont bien fait plaisir avec ce mécanisme. Et puis, les pauvres consommateurs, voilà, qui ont fait des beaux cauchemars grâce à ce mécanisme AREN. Donc, à partir du 1er janvier 2026, fini le mécanisme AREN. Voilà, désolé, j'ai passé un petit peu de temps à vous décrire l'enfer que c'était, mais tout ça pour vous dire que la bonne nouvelle, c'est fini. Donc, à partir de 2026, l'AREN n'impactera plus votre négociation de contrat. Donc, vous serez absolument contraint, ce qui n'est pas un problème, mais de prendre une offre classique marché. Alors, vous pouvez prendre une offre à prix fixe, une offre indexée sur le spot, une offre hybride, enfin, voilà, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais il n'y aura plus de notion d'AREN dans le contrat. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle du jour. En contrepartie, va débouler au 1er janvier 2026 un mécanisme nouveau qui s'appelle le VNU, versement nucléaire universel. Alors ça, je vais vous l'expliquer brièvement, mais en fait, c'est un dispositif qui se fait à l'échelon national, qui n'impacte pas le petit consommateur lambda, comme c'était le cas à l'époque du mécanisme AREN avant le 31/12/2025. Donc tout se fait au niveau macro, au niveau national. EDF, plus question de vendre X% de ses volumes à ses concurrents à un tarif réglementé, EDF va tout vendre. Toute sa production va être vendue sur le marché. On va beaucoup simplifier le mécanisme. Et ce qui est proposé avec ce VNU, c'est que si EDF vend sur le marché et que le marché s'emballe et monte en termes de prix, ça va générer des, entre guillemets, super profits de la part d'EDF. Et donc, en fait, une partie de ces super profits vont être ponctionnés pour être redistribués auprès des consommateurs sur les factures via une remise sur le mégawattheure. Il va y avoir deux seuils. Donc, un premier seuil de prix de marché qui fait qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui dépasse 50% est, entre guillemets, ponctionné. Et puis, un deuxième seuil, c'est quand le marché est vraiment très, très élevé, et tout ce qui dépasse ce deuxième seuil, ce sera 90% des revenus générés par EDF à partir de ce seuil qui vont être ponctionnés pour être mis dans une cagnotte et redistribués sous forme de remise à tous les consommateurs, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Et il faut préciser également que la loi est encore pas tout à fait finalisée en la matière. La question, c'est où est-ce qu'on met le seuil? Ça, évidemment, c'est un sujet qui est encore un petit peu flou à l'heure où on parle. Donc voilà, vous l'avez compris, l'AREN, ça ne va plus impacter votre petit contrat, votre petite facture. Ce sera un mécanisme au niveau macroéconomique. On prélève les surprofits en cas d'augmentation des prix. Donc pour vous, en tant que consommateur, si à un moment les prix du marché flambent, oui, vous allez souscrire à un contrat avec un prix du mégawattheure très élevé, mais en contrepartie, c'est les super profits engendrés par EDF en vendant sa production sur le marché de gros à un certain prix, ça va faire une cagnotte qui va vous être versée d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, simplification du mécanisme, mais vous voyez que c'est un sujet très politique, parce que combien on prélève par rapport au surprofit et à quel moment on déclenche le seuil, là, ça va être un petit joujou politique qui va amuser beaucoup de monde, je pense, dans les années qui viennent. Voilà. Donc la conséquence, c'est que désormais, vous avez 100% de votre approvisionnement qui dépend du marché. Ah oui, à l'époque de l'AREN, un industriel, il avait peut-être droit à 70% d'AREN, donc il n'y avait que 30% qui dépendait des fluctuations du marché. Donc,
alors, fallait pas se louper, c'est mieux d'acheter les 30% marché quand le marché est au plus bas plutôt que quand le marché est au plus haut. Mais même quelqu'un qui achetait au mauvais moment, eh ben, en fait, il avait toujours ses 70% d'arène à 42 euros. Et puis, son mauvais choix n'impactait que 30% de son approvisionnement. Désormais, avec la fin du mécanisme arène, vous avez 100% de votre prix qui dépend du moment où vous le topez. Donc voilà, vous êtes tributaire à 100% de la volatilité du marché. Alors comme on l'a vu en chapitre 1 et 2, la volatilité s'est un petit peu calmée sur le marché, mais vous êtes tributaire d'un marché. Donc faut le maîtriser ou être bien accompagné pour essayer de faire les meilleurs choix au meilleur moment. Alors surtout si vous êtes un petit consommateur, vous allez avoir 100% de votre approvisionnement des années futures qui est acheté le jour où vous signez votre contrat. Donc là, petit consommateur, faut pas se louper, parce que si vous achetez quand le marché est au plus haut ou au plus bas, ça peut faire 10, 15, 20 euros du mégawattheure d'écart. Et donc là, même sur un petit budget, c'est assez important. Et puis alors, si vous êtes un gros consommateur, un industriel, vous avez toujours la possibilité de faire ce qu'on appelle des achats par tranche. Vous avez quand même 100% de votre approvisionnement qui dépend du marché, mais vous pouvez toper des tranches et saucissonner les volumes que vous achetez pour un petit peu répartir le risque. Mais vous voyez, les acheteurs, là, désormais, ils sont un petit peu plus stressés puisque les X% d'arène qui étaient à un prix régulé par l'État, ça, c'est fini. Donc voilà, tout ça pour dire que être accompagné aujourd'hui pour ces sujets-là, c'est très important parce qu'il faut essayer de faire les meilleurs choix possibles. Alors, même si nous, en tant qu'experts, on n'a pas la boule de cristal, on peut au moins vous expliquer ce qui se passe sur le marché. Et donc ça, c'est un point très très important pour que vous puissiez faire vos paris, prendre vos positions, puisqu'aujourd'hui, acheter de l'électricité, c'est ni plus ni moins que ça, prendre des positions et faire des paris sur le court, moyen et long terme. Donc voilà, c'est la fin de ce webinaire. Donc là, on a été extrêmement bon. Il est 11h04, donc on n'a pas trop débordé. Donc, quelques petits conseils pour clôturer ce webinaire. Alors, voilà, des conseils classiques. Si vous n'avez pas acheté 2026, il faut vraiment là s'y mettre de toute urgence. Les prix en électricité sont au plus bas. Le gaz, on est pas mal du tout. Donc, achetez maintenant votre année 2026, voire 27-28. Donc ça, c'est une recommandation. J'enfonce une porte ouverte, mais ça me paraît évident. Ensuite, le sujet fiscal. Si vous n'avez pas testé votre éligibilité aux exonérations sur l'accise sur l'électricité et sur l'accise sur le gaz naturel, demandez un audit. Limpide, on fait ça gratuit et sans engagement. Pour information, on a fait ça, on travaille sur le sujet fiscal avec pas mal de clients de Thomas de l'agence 203. On peut vous faire cet audit. Et je précise que seules les activités qui sont dans la production peuvent candidater à ce mécanisme. Après, il y a d'autres critères, mais voilà, si vous êtes dans le tertiaire, la taxe, vous la paierez, là, il n'y a pas de mécanisme d'exonération. Donc, si vous êtes industriel, que vous avez de la prod sur un ou plusieurs sites, on peut tout à fait regarder si vous allez être éligible à ces mécanismes. Et enfin, troisième point, pour tout conseil sur mesure, parce que là, c'est très compliqué de donner des conseils qui valent aussi bien pour le tertiaire que pour l'industriel, le camping qui fonctionne en été, que la station de ski. Donc voilà, l'énergie, c'est un sujet un petit peu compliqué. Tout est vraiment sur mesure, que ce soit votre consommation ou les offres des fournisseurs. Donc le mieux, c'est un conseil sur mesure de la part de votre consultant. Donc voilà, si vous êtes un client de l'agence 203, sollicitez votre consultant pour du conseil. Si vous êtes client limpide, évidemment, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil à votre consultant de temps en temps si vous avez des positions à prendre. Et puis, si vous ne connaissez pas encore Limpide, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent en bas à droite pour qu'on puisse vous présenter un petit peu notre façon de travailler, nos outils, les contours de nos prestations. Donc, ce sera avec plaisir de vous présenter tout cela. Voilà. Donc, écoutez, on a été relativement, on a avancé très vite sur ce webinaire. C'était très dense, mais j'espère que vous avez appris des choses. Évidemment, ce webinaire sera diffusé en replay. Donc, on vous enverra d'ici quelques jours la vidéo de rediffusion. Et donc, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Encore merci à Thomas pour sa présentation dans le cadre de ce webinaire. Merci à François, merci à tous. Merci Thomas, merci à vous tous qui étiez présents, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo en replay. Et puis, il ne me reste qu'une chose, à vous souhaiter une bonne journée. Et vu qu'apparemment demain, c'est le 10 septembre, bon courage pour tout le monde. À bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir.